Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Infotémis, rencontre avec la directrice générale de l'OBVT, Marie-Lou Girard-Thomas. La Maison des jeunes du Témiscamingue présente un sondage à la population. C'est le temps des inscriptions pour le prochain gala jeunesse. Et succès pour la 34e campagne de financement de Centraide Abitibi-Témiscamingue. Bonjour mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à Infotémis. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a confirmé le renouvellement de la Convention d'aide financière des 40 organismes de bassin versant du Québec. Pour l'OBV du Témiscamingue, la présente entente s'élève à 242 250 $ pour les 3 prochaines années, 2019 à 2021, pour un montant total de 726 750 $. Ainsi, ce nouveau soutien financier double pratiquement le montant de la subvention annuelle qui lui était jusqu'ici accordée par le ministère depuis la création de l'organisme en 2009. Nous avons rencontré à ce sujet la directrice générale de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, Marie-Lou Girard-Thomas. Les organismes de bassin versant au Québec, il y en a 40 et ils sont mandatés par le ministère de l'Environnement pour assurer une saine gestion de l'eau, une gestion intégrée par bassin versant qu'on appelle. Donc, on ne se soucie pas nécessairement des limites administratives, mais plus des limites naturelles d'écoulement des eaux. Donc, notre mandat, c'est de réunir, de concerter l'ensemble des acteurs de l'eau, que ce soit les municipalités, des groupes environnementaux, les groupes communautaires, les communautés autochtones, autour d'une même table pour identifier c'est quoi les problématiques majeures qu'on a au niveau des bassins versants et quelles solutions on peut mettre en œuvre ensemble afin d'en fait renforcer notre pouvoir d'action finalement pour agir là, sur les problématiques qu'on identifie ensemble. C'est une annonce très significative qu'on a eue en fait la semaine passée. On a une augmentation de notre financement annuel pour l'accomplissement de notre mission de base, donc une subvention de base du ministère de l'Environnement, donc du MDDLCC. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le dossier parce que le financement qu'on avait antérieurement, depuis 2009 en fait, c'était le même et ne nous permettait pas vraiment d'accomplir l'ensemble là, de notre mission et de faire en sorte que notre plan directeur de l'eau puisse être travaillé de façon complète. Donc, on est très heureux de ça. Et c'est aussi suivi de beaucoup d'autres annonces, en fait, qui vont venir appuyer tout ce qui se fait au niveau de l'eau. Au Québec. Donc, on sent vraiment qu'il y a une confiance qui est accordée aux OBV et une confiance aussi qui est accordée là, à ce qu'on va faire et à ce qu'on va entreprendre en termes d'action au niveau de la protection de l'eau. Ce qui est annoncé, c'est un doublement finalement du financement de base des OBV, donc un 10 millions pour toutes les OBV du Québec par année sur 3 ans. Donc, un 30 millions là, à l'échelle nationale pour 3 ans. C'est quand même majeur, puis c'est du jamais vu depuis 10 ans, en fait. Donc, on est très contents. Et nous aussi, à l'OBV, dans le fond, on a un immense terrain de jeu à couvrir pour mobiliser nos acteurs de l'eau et tous les gens qui œuvrent dans le domaine. Donc, nous, c'est un 35 000 km² qu'on couvre. Donc, c'est pas seulement le Témiscamingue, c'est aussi Rouyn-Noranda et une partie de la vallée de l'Or, là, au niveau des grands réservoirs. Donc, c'est immense. Donc, cette subvention-là va venir nous aider à finalement accomplir, là, puis en fait, consolider l'organisme et sa structure, puis vraiment se donner les ressources nécessaires à faire les activités de l'OBV.
En fait, nous, notre subvention de base statutaire, c'était 125 500 par année, ce qui nous permettait d'engager une personne et demie. Donc, c'est sûr qu'on fonctionne toujours par projet. On va continuer à le faire. La subvention qu'on a là, pour les 3 prochaines années, c'est doublé. Donc, c'est environ 250 000 $ par année là, pour un total de 726 000 $. Donc, c'est quand même substantiel là, par rapport à ce qu'on avait de base. Ouais. Ça va nous permettre, premièrement, de consolider l'équipe et de consolider l'expertise aussi qu'on a à l'organisme de bassin versant. C'est souvent des expertises très précises qu'on recherche, que ce soit en cartographie, en biologie. Donc, ça va vraiment nous permettre d'avoir une équipe assez stable et aussi d'agir comme effet de levier aussi pour d'autres projets. Et ce qui a été annoncé et qui est aussi majeur, on ne connaît pas encore les chiffres, mais ce qu'on dénonçait en fait depuis plusieurs années, c'est le fait que oui, on fait un plan d'action dans le cadre de notre plan directeur de l'eau, mais il n'y a pas nécessairement de financement pour l'accomplissement de ces actions-là pour nos partenaires. Donc là, ce qui a été annoncé la semaine dernière, c'est aussi un financement pour les actions vraiment spécifiques. Donc, on ne sait pas à quelle hauteur encore, mais on sait qu'il va y avoir des sous pour les partenaires, dans le fond, de l'organisme de bassin versant pour accomplir des actions, là, que ce soit, ça peut être des actions de prévention pour les espèces exotiques envahissantes, de revitalisation de berges, etc. Donc ça va être à définir, mais on sait qu'il y a déjà une belle volonté à ce niveau-là qui s'en vient. Il y a aussi d'autres mesures qui ont été adoptées et qui vont vraiment dans le sens de, justement de la protection des lacs, la protection des cours d'eau, notamment un 8 millions pour les espèces exotiques envahissantes, donc pour lutter contre la propagation de ces espèces-là. Et il y a également des enveloppes qui ont été annoncées concernant la stratégie sur l'eau qui devrait sortir au mois de juin prochain. Donc, c'est une stratégie qui va jusqu'en 2032. Et donc, 25 millions va être accordé là, justement à la réalisation de cette stratégie-là. Donc, on attend les annonces là, dans les prochains mois. Et également des sous, un 16 millions, 16,5 millions pour les MRC afin qu'elles puissent faire leur plan de gestion des milieux humides. Donc, suite à la loi concernant la protection là, des milieux humides et hydriques, les MRC doivent se faire des plans, justement. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un soutien qui va venir aider les entités dans la réalisation de leur mandat. Donc, c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. La Maison des jeunes du Témiscamingue désire avoir l'opinion des adultes et des jeunes à son sujet. Pour ce faire, l'organisme propose un sondage à remplir en ligne. Des prix de participation seront donnés parmi ceux et celles qui répondront au sondage d'ici le 20 avril prochain. Afin d'en savoir plus à ce sujet, nous avons invité en studio Édith Laperrière de la Maison des jeunes du Témiscamingue. Édith Laperrière, bonjour. Bonjour. Édith, qu'est-ce que c'est la Maison des jeunes du Témiscamingue? La Maison des jeunes, c'est un endroit pour se réunir, pour que les jeunes de 12-17 ans puissent se réunir après l'école les soirs de semaine. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a vraiment une Maison des jeunes qui est éclatée. Donc, on anime des jeunes dans des locaux de jeunes qui sont dans les secteurs centre, nord et est du Témiscamingue. Donc, c'est vraiment pas une Maison des jeunes centralisée, mais vraiment qui couvre l'ensemble du territoire là, du Témiscamingue. Donc, il y a 3 locaux? Oui, on a 3 locaux de jeunes, un à La Tulipe, un à Lorrainville, puis un à Notre-Dame-du-Nord. Donc, les jeunes, après l'école, ils se rendent dans les locaux de jeunes, puis le soir, on les rapporte après les locaux, là, chez eux à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos activités, finalement? Bien, dans le fond, on fait la plus grande activité, c'est vraiment les discussions avec les jeunes. Donc, on jase beaucoup avec eux de comment s'est passé leur journée à l'école, sur quoi, qu'est-ce qui les intéresse, puis tout ça. Dans le fond, les jeunes, après l'école, ils amènent leur lunch, fait qu'ils soupent à la Maison des jeunes. Puis des fois, on organise des repas collectifs aussi, là où ils apprennent vraiment comme à faire de la nourriture, se préparer à la vie en appartement, puis tout ça. On fait aussi des activités sportives, des activités artistiques. Dans le fond, c'est vraiment les jeunes qui choisissent les projets qu'ils veulent faire, puis nous, on travaille pour que ça se réalise. Et en plus, en sachant que c'est 12-17 ans, la réalité n'est pas pareille non plus. Donc, pour un jeune de 12 ans ou pour 17 ans, donc j'imagine qu'eux communiquent entre eux aussi. Il y a des amitiés qui peuvent se créer en plus? Oui, bien c'est sûr que ceux qui arrivent, qui ont 12 ans, ils sont comme moins à l'aise un peu. Ils prennent, on les voit vraiment évoluer puis prendre leur place dans le local de jeunes. Puis ceux de 17 ans, bien, ils sont plus comme les leaders positifs de la gang finalement. Fait que il y a vraiment des beaux échanges entre les jeunes, là, oui. Et il y a une superviseure ou un superviseur par maison aussi, par local?
Oui, on a des animatrices qui travaillent avec les jeunes. Fait que dans le fond, ils sont là, ils supervisent le local, puis ils animent aussi. Fait qu'ils font vraiment les activités que les jeunes veulent faire, là. Ils supervisent tout ça. Donc, les jeunes sont laissés à eux-mêmes, ils décident un peu, mais il y a une animatrice qui est là pour aider aussi, là. Oui, tout à fait. Tout est dans la sécurité aussi. Oui, c'est vraiment important pour nous, là, puis pour les parents aussi, là. Et là, vous organisez un sondage, autant pour les adultes que pour les jeunes. Pourquoi la Maison des jeunes a besoin d'avoir l'opinion du public? Bien, dans le fond, on fait une évaluation participative pour savoir qu'est-ce que les gens pensent de la Maison des jeunes, puis comment on peut s'améliorer pour mieux répondre aux besoins des jeunes. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers les technologies numériques, donc ils sortent moins de chez eux. Puis tout ça, puis on veut voir si nous, il n'y aurait pas moyen d'adapter peut-être les activités qu'on offre ou d'offrir plus de choses pour vraiment voir, pour que les jeunes ils viennent à la Maison des jeunes, puis pour que les parents encouragent leurs jeunes aussi à venir, puis peut-être lâcher leurs appareils électroniques, là. J'imagine que ce sondage-là, vous l'avez fait déjà parmi les jeunes qui participent à la Maison des jeunes. Vous avez jasé avec eux. Et là, on veut agrandir ça finalement à la population en général. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, nous, on a vraiment évalué avec les jeunes qui viennent à la Maison des jeunes, avec leurs parents aussi. Puis on veut voir vraiment la population, là, en général, qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, autant les parents qui ont des enfants d'âge préscolaire ou les grands-mamans, grands-papas, c'est intéressant de voir c'est quoi leur perception de la Maison des jeunes. Puis aussi de voir, mettons, selon les adolescents qui ont dans leur entourage, ce serait quoi les besoins. OK. Donc, ce sondage-là se remplit en ligne. Une version adulte, version ado aussi? Oui, on a vraiment voulu les différencier parce que les questions sont différentes. OK. Puis, il y a des prix qui sont rattachés aussi. Fait qu'on offre un certificat cadeau d'une valeur de 500 $ chez Voyage Témis Évasion. Fait qu'il y a un crédit voyage. Pour les adultes? Pour les adultes. OK. Puis pour les jeunes, c'est vraiment une tablette Samsung parce qu'on sait que c'est quand même assez populaire, là. Donc, c'est ouvert à la population du Témiscamingue pour répondre. Est-ce que ça prend du temps à répondre à ce questionnaire-là? Bien, c'est à peu près une dizaine de minutes. Il y a 20 questions. Puis, tu sais, il y a des questions comme à choix de réponse, puis il y en a où on développe un petit peu plus là, pour avoir comme plus l'idée des gens qui répondent, là. Fait que ça se fait quand même bien. Quel genre de questions? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, bien, on demande, admettons, aux jeunes s'ils travaillent. C'est important pour nous de savoir, tu sais, si les jeunes travaillent beaucoup par rapport à c'est quoi leur disponibilité les soirs de semaine pour venir. C'est quoi les activités qu'ils aiment faire. Nous, on offre le transport à la maison après le local. Donc, on rapporte les jeunes avec des bénévoles qui rapportent les jeunes. Puis, on veut savoir si ça, c'est important pour les jeunes et pour les adultes. Parce que souvent, ça pèse dans la balance. Tu sais, quelqu'un qui habite à Belle-Terre, qui doit aller chercher son enfant à la Tulipe, des fois, trouve ça un peu limitant, là. Faire ça 2 soirs semaine, fait que ça peut être un incitatif pour les gens. Fait qu'il y a des petites questions comme ça qui sont par rapport à leurs besoins puis par rapport à ce qu'on offre déjà comme activité pour voir qu'est-ce qu'on peut bonifier, là, vraiment. Okay. Et vous allez faire quoi avec les résultats? Bien, dans le fond, nous, on veut faire une planification stratégique l'année prochaine. Fait qu'on va vraiment réévaluer peut-être notre horaire d'ouverture ou les activités qu'on offre vraiment aux jeunes. On va essayer de voir là, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer là, dans ce qu'on fait déjà. Donc, on invite tout le monde à aller via la page Facebook de la Maison des jeunes. C'est la façon la plus simple pour trouver le sondage? Il est disponible sur la page Facebook puis aussi sur notre site web, donc le mjtdutémiscamingue.org. C'est vraiment bien identifié, là. Et si on n'a pas nécessairement accès à la technologie, est-ce qu'on peut vous contacter directement aussi? Oui, les gens peuvent nous appeler à la Maison des jeunes au 625-25-25. On va se faire un plaisir de leur imprimer le formulaire puis qu'ils puissent le remplir. Merci beaucoup, Edith. Merci. La Maison des jeunes du Témiscamingue est en préparation pour le prochain gala jeunesse qui se tiendra le 8 juin au Théâtre du Rift. C'est d'ailleurs le temps d'inscrire les jeunes qui s'impliquent autour de vous dans les différentes catégories. Nous en avons discuté avec Edith Laperrière. Edith Laperrière de la Maison des jeunes du Témiscamingue, il y a le gala jeunesse qui s'organise le 8 juin prochain. Pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de ce gala, qu'est-ce que c'est le gala jeunesse? C'est vraiment une activité reconnaissance pour les jeunes qui s'impliquent dans leur communauté, donc à l'école, mais aussi dans leur village ou auprès de leur famille. On a 7 catégories d'implication, donc les jeunes qui s'impliquent en sport, art et culture, implication citoyenne, implication dans un projet et leadership. Puis on a une catégorie aussi coup de cœur là, qui est définie par les membres du jury après toutes ces belles candidatures-là. Donc, en fait, c'est le moment pour la population de faire valoir la jeunesse? Oui, dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens de la communauté nominent des jeunes de leur entourage qui voient qu'ils s'impliquent dans ces catégories-là. Donc, c'est vraiment
un gala qui est issu de la communauté, donc pas juste de l'école, mais vraiment des gens, donc les familles, les amis, tout le monde peut nominer des jeunes. On veut vraiment avoir des jeunes qui s'impliquent et qui sont félicités pour leur implication. Et comment on fait si on connaît un jeune là, qui pourrait se mériter un prix au Gala Jeunesse? Comment on fait pour l'inscrire? Bien, le formulaire d'inscription est disponible en ligne sur la page Facebook de la Maison des Jeunes. Sur la page Facebook du Gala Jeunesse, on a vraiment créé un événement pour ça où on donne un petit peu d'informations. Puis il est aussi disponible sur le site web de la Maison des Jeunes aussi. OK. Et on peut vous téléphoner aussi à la Maison des Jeunes si on veut en savoir plus, tout simplement? Oui. Puis on a des formulaires papier qui vont être disponibles à la Maison des Jeunes et au Carrefour Jeunesse Emploi aussi. Donc les gens qui n'ont pas accès à Internet vont pouvoir nominer des jeunes également. Donc c'est la Maison des Jeunes qui chapeaute le Gala Jeunesse, mais il y a différents partenaires aussi dans cet événement-là. Oui, tout à fait. Donc on travaille avec le Carrefour Jeunesse Emploi, le comité de persévérance scolaire et le centre de santé, le 6. Le 6, ouais. Oui. Donc vous êtes différents partenaires pour promouvoir la jeunesse 12-17 ans et on appelle la population à participer aussi, à nominer des jeunes de notre entourage. C'est ouvert pour les résidents du Témiscamingue? Oui, c'est un gala jeunesse qui est organisé par la Maison des Jeunes, donc ça couvre vraiment le secteur centre, nord et est du Témiscamingue. OK. Il y a déjà un gala qui est organisé par Témiscamingue, là, donc on a vraiment comme séparé les deux activités. Et la soirée reconnaissance aura lieu donc le 8 juin au Théâtre du Riff de Ville-Marie. C'est le temps de se mettre beau et belle pour cette belle soirée du 8 juin. Oui, c'est ça, on demande aux jeunes d'être bien habillés, puis ils vont passer une belle soirée, il y a des surprises, il y a de l'animation en masse. C'est un beau gala qui sort un peu de l'ordinaire de ce qu'on voit habituellement. Et qu'est-ce qui se mérite, les jeunes, lorsqu'ils gagnent? Est-ce que on connaît déjà les prix ou c'est des surprises tout au cours de la soirée? C'est des prix en argent que les lauréats, dans le fond, gagnent. Donc, il y a un lauréat et une mention par catégorie. Donc, ces deux-là se méritent de l'argent. Puis, on a des prix de participation aussi. C'est de l'argent comptant qu'on donne aussi parmi les jeunes qui sont nominés, qui sont dans la salle. Donc, l'appel est lancé. On a jusqu'au 30 avril pour donner un nom d'un jeune qu'on trouve qui s'implique bien, qui mériterait de gagner au Gala Jeunesse. Merci beaucoup, Édith. Merci. C'est le jeudi 15 mars que Centraide Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec a clôturé sa 34e campagne de financement lors d'un événement à Val-d'Or. La somme de 786 300 $ a été amassée grâce à la générosité de milliers de donateurs. Une dizaine d'organismes du Témiscamingue bénéficieront d'une partie de ce montant. Rappelons que dans les régions de l'Abitibi, du Témiscamingue et du Nord du Québec, une personne sur 6 a recours aux services offerts par les organismes et projets communautaires soutenus par Centraide. Afin d'en savoir plus sur la campagne de Centraide et sur ses objectifs, nous avons rencontré Yvette Duquette, représentante du Témiscamingue, membre du cabinet Centraide Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec. Centraide Abitibi-Témiscamingue a clôturé sa 34e campagne de financement. Cette campagne-là a quand même été un grand succès. Quels sont vos commentaires suite à ces 786 300 $ ramassés? Bien, l'objectif était de 750 000. Et compte tenu que les deux permanentes, là, celle qui est responsable du cabinet et la directrice générale, on sont arrivés en poste seulement au mois d'août et l'autre au mois de septembre. Et ils ont réalisé quelque chose d'assez extraordinaire pour contacter plusieurs entreprises puis faire que des campagnes de financement ont lieu dans beaucoup d'entreprises et que ce fut un succès. Moi, je pense que c'était un défi réel de commencer à comprendre comment fonctionne Centraide et relever le défi du 750 000. En quoi consistait au juste cette campagne-là? Qu'est-ce qui s'est passé comme activité, grosso modo? Bien, on sollicite des entreprises, dont ici, on a tenté de rejoindre Tembec, mais on est en pourparlers encore. Il y a des gens qui cotisent à même leur paye. Ils donnent tant de dollars. Puis, entre autres, on a fait un témoignage, nous, à Hydro-Québec, à Notre-Dame-du-Nord. Et on a rencontré les employés pour les sensibiliser, entre autres, à la mission de l'Entre-Toise, qui est un milieu de jour pour les gens ayant des problèmes en santé mentale. Puis on a parlé aussi d'autres groupes qui reçoivent de l'argent de Centraide. Justement, parlons-en comme tel de Centraide. Qu'est-ce que c'est Centraide? Centraide, c'est un organisme qui est canadien et qui ramasse des fonds et les redistribue aux organismes communautaires qui aident les gens dans différents domaines, entre autres en santé mentale, en pauvreté,
en loisirs et aussi, entre autres, les maisons des jeunes ici, les 2 maisons des jeunes, tant à Loreainville qu'à Témiscamingue, on reçoit de l'argent de Centraide. Donc, les argents amassés dans le cadre de cette campagne-là sont redistribués en région? Tout l'argent qui est ramassé ici en région ou provenant d'autres régions, mais attribué à Centraide, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, reviennent ici. Et ici, au Témiscamingue, je le dis et je le répète, on reçoit 5 fois plus qu'on donne. Donc, pour moi, c'est important que Centraide demeure vivant ici au Témiscamingue et qui fait que nos organismes vivent mieux. Moi, je dis que j'aide les organismes pauvres, grâce à Centraide, à aider les pauvres. Quel organisme particulièrement ont reçu des sous? Il y a la Maison des jeunes de Témiscamingue, il y a la Maison des jeunes de Loreainville, qui a plusieurs pôles où ils répondent aux besoins des jeunes. Il y a l'Entretoise, il y a le regroupement d'entraide sociale, il y a prévention suicide. À Témiscamingue, il y a 5 organismes dont je ne me souviens plus, mais tous les organismes quasiment de Témiscamingue, on reçoit bout de chou, 65 et plus. Là. En tout cas, 10 à 11 organismes reçoivent de l'argent de Centraide et particulièrement le regroupement d'entraide sociale, qui est l'organisme qui travaille à lutter contre la pauvreté. Et eux autres reçoivent quand même un montant de 12 000 $. On reçu l'année passée. Et cette année, comme on a dépassé l'objectif, probablement qu'il va y avoir augmentation du budget. Fait que pour moi, Centraide, c'est quelque chose de très important ici. Et est-ce qu'on peut encore donner à Centraide puisque la campagne a été conclue? Est-ce qu'on peut encore donner tous les jours? On peut donner tous les jours. Il y a des formulaires que je vais déposer quand je vais revenir au mois de mai, là, à la Banque nationale et à la Caisse populaire. Okay. Et aussi, on peut appeler ou avoir le email de Centraide Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec pour donner des dons. Et moi, je pense que les entreprises qui s'inscrivent, entre autres, je nomme Hydro-Québec, ils ont donné cette année à Centraide d'ici 200 000 $. Chaque travailleur qui donne, Hydro-Québec double le montant. Et il y a des dons corporatifs, mais il y a aussi des dons d'employés. Et personnellement, moi, je connais des gens qui sont à la retraite et qui reçoivent à toutes les années une lettre demandant qu'ils contribuent. Puis j'ai plein d'amis qui continuent à contribuer, même s'ils sont à la retraite. Donc, que l'on soit employé, employeur ou simplement citoyen, on est invité à participer à la campagne de Centraide. Est-ce que vous avez un argument, en fait, parce qu'il y a plein de causes que l'on peut supporter. Pourquoi on supporterait plus Centraide? Parce que ça redonne ici. Ça fait qu'à un moment donné, comme par rapport à Hydro-Québec, qui double le montant des employés, ça augmente la cote. L'autre chose, c'est que l'argent qui est ramassé ici est redonné ici. Et ça, je trouve ça important parce que les organismes communautaires n'ont pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de financement, puis entre autres la santé mentale. C'est l'enfant pauvre du réseau, puis c'est l'enfant pauvre des organismes communautaires. Fait que moi, je dis, on donne à Centraide pour qu'ils redonnent, puis que nous autres, on puisse donner des services, les organismes communautaires, quels qu'ils soient, on puisse redonner à la population. Pour moi, ça, c'est hyper important de faire qu'à un moment donné, c'est un partage. Comme quand je parle des paniers de Noël, c'est un don, mais c'est un partage. Puis les gens qui sont dans les organismes reçoivent plus de services et consomment plus au Témiscamingue. Et ça, pour moi, c'est important, que cette roue-là économique tourne. Merci beaucoup, Yvette Duquette. Si on veut plus de détails, on n'a qu'à aller sur le site web de Centraide? C'est cela. Et vous parlez soit à Marie-Ève Arcan ou à Caroline. Donc, merci de donner, merci de partager, merci d'aider les plus vulnérables du Témiscamingue et de l'Abitibi, nord du Québec. Les conseillers et conseillères ainsi que le maire de Ville-Marie, Michel Roy, ont résolu majoritairement de mettre un terme aux dépenses grandissantes qu'exige le maintien du service de la piscine de la ville. C'est donc au 30 juin 2019 que les élus précisent la date de fermeture définitive de celle-ci.
Rappelons que les élus des dernières années ont informé la population témiscamienne par le biais de la MRCT et des moyens de communication journalistique que ce service de piscine est plus que nécessaire, mais très exigeant financièrement. En effet, la situation budgétaire ne permet plus de voir ces dépenses d'investissement augmenter puisque l'infrastructure et les équipements sont vétustes et désuets. Il est donc nécessaire de mettre fin au 30 juin 2019 à tout ajout d'argent dans cette infrastructure de moins en moins conforme aux normes actuelles de sécurité. Alors, par ce geste, les élus de la ville de Ville-Marie prennent une décision difficile, mais ceux-ci désirent toutefois maintenir encore pour plusieurs mois ce service qui répond assurément à ses citoyens, à ceux des municipalités avoisinantes et au club Exothème qui développe une expertise fort intéressante auprès des jeunes témiscamiens depuis plusieurs années. Par voie de communiqué, le maire Michel Roy tient à rassurer la population et les employés, et je le cite, « Nous travaillons activement depuis plusieurs semaines et conjointement avec la MRCT et d'autres partenaires afin de trouver une solution durable et viable pour tous après cette date butoir. Nous misons sur une équipe de travail expérimentée à la Ville et nous demeurons positifs quant à l'implication plutôt réelle également d'élus et de partenaires qui sauront relever ce défi. » Fin de la citation de M. Roy, et c'est donc un dossier à suivre. Selon les informations divulguées sur le site Internet de Radio-Canada Régional, une nouvelle rupture de service en anesthésiologie d'une semaine est prévue à l'hôpital de Ville-Marie. Cette rupture de service est effective du 5 au 13 avril. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, se veut toutefois rassurant. Il a mis en place un corridor de service vers une autre installation où le service est accessible. Les usagers doivent toutefois se présenter d'abord à l'hôpital de Ville-Marie pour être évalués, puis transférés aux besoins. Le CIS rappelle toutefois qu'une découverture peut ne pas avoir lieu, être écourtée ou se poursuivre au-delà de la période indiquée. L'Agence du revenu du Canada met la population en garde contre les fraudeurs. Dans un article de Radio-Canada avec la presse canadienne, on apprend que dernièrement, de nombreux citoyens ont reçu des courriels, des appels téléphoniques, des lettres ou des messages textes de nature suspecte affirmant provenir de l'ARC et exigeant des renseignements personnels. Il s'agit d'une arnaque puisque l'Agence du revenu du Canada ne procède jamais de cette façon pour demander les numéros de carte de crédit, de compte bancaire ou de passeport des contribuables. Les fraudeurs utilisent des canaux de communication variés pour parvenir à leurs fins. Sur son site Web, l'Agence a répertorié des exemples de communication frauduleuse afin de renseigner la population. L'ARC explique également la marche à suivre si on en a été victime. Il faut en premier lieu contacter rapidement le service de police local. De janvier 2014 à janvier 2017, les statistiques du Centre antifraude du Canada, le CAFC, indiquent que plus de 2000 personnes ont été escroquées pour un total de plus de 6,2 millions de dollars par des fraudeurs qui se faisaient passer pour des fonctionnaires. Le CAFC estimait en 2017 que ces chiffres pourraient ne représenter qu'environ 5 % des pertes totales. On vous invite bien sûr à être aux aguets et en cas de doute, informez-vous avant de répondre. Dans le cadre de la planification stratégique du Témiscamingue qui vise à augmenter la population témiscamienne de 500 personnes d'ici 2022, la municipalité de Moffett fait un effort particulier pour connaître ces nouveaux arrivants et faciliter leur intégration dans la communauté. Les conseillers municipaux ont mandaté le maire de la municipalité pour établir le premier contact avec chaque nouvel arrivant en leur livrant une des fameuses tartes au sucre du restaurant L'Étoile de l'Est. Le maire de Moffett, Alexandre Binette, a indiqué par voie de communiqué, et je le cite, « C'est certain que même si se faire livrer une tarte au sucre par le maire est un peu caricatural, il n'en demeure pas moins que c'est une manière simple et très efficace de tisser des liens avec les nouveaux arrivants. Je profite de la rencontre pour comprendre les multiples raisons qui amènent les gens à s'installer à Moffett. J'ai pu aider à orienter une jeune famille avec un projet agricole vers des ressources spécialisées, en plus de leur expliquer nos programmes d'aide financière municipaux. J'ai rencontré de jeunes retraités qui arrivent avec un bagage impressionnant de connaissances et de compétences, tout en ayant le désir de s'impliquer dans leur nouveau milieu. J'y vois un grand potentiel de dynamisation pour nos organismes et de la relève pour nos bénévoles. La livraison d'une tarte au sucre est un geste simple, accueillant, et si cela peut aider des nouveaux résidents à s'enraciner plus rapidement et plus durablement dans notre communauté, c'est un gain pour tout le monde. » Fin de la citation de M. Binette. Le 27 mars dernier, une rencontre d'information a eu lieu à Québec pour présenter le projet Onimiki
auprès des élus des communautés de Québec, Wolf Lake et la MRC de Témiscamingue. Rappelons qu'en 2013, les deux communautés autochtones et la MRC de Témiscamingue signaient une entente de principe avec l'entreprise Inergex pour développer un projet hydroélectrique dans le sud du Témiscamingue. Au cours des 5 dernières années, le dossier a passablement évolué et la mission exploratoire réalisée par une délégation de gens du milieu en 2016 aura permis de prendre un virage important pour la réalisation du projet Onimiki. Le projet se développera désormais avec une vision communautaire, le milieu étant partie prenante dans la mise en place du projet, sa construction, sa gestion et recueille les redevances de ses propres ressources, alors que les décisions pour réinvestir les sommes se prennent par le milieu et les collectivités touchées par le projet. Au terme de la rencontre, le conseil de la MRC sera convoqué à une séance extraordinaire afin de réitérer leur engagement collectif envers ce projet d'une importance primordiale pour le Témiscamingue, alors que ce projet s'inscrit comme une priorité majeure à la planification stratégique du Témiscamingue. Tel qu'indiqué sur le site Internet de Radio-Canada Régional, le Parc national d'Opémican proposera aux amoureux de la nature des emplacements de camping dès cet été. Les campeurs peuvent louer 4 terrains de camping et 4 unités de prêt-à-camper étoiles dans le secteur de la rivière Kipawa. Les terrains sont situés sous les grands pins et au-dessus des parois rocheuses du lac Témiscamingue. Les unités de prêt-à-camper étoiles sont des structures en bois qui peuvent accueillir 6 personnes. Elles offrent toutes les commodités dont a besoin un campeur qui n'aura qu'à apporter sa nourriture et sa literie. Les réservations qui se font sur le site Internet de la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, concernent la période du 22 juin au 8 octobre. Le Parc national d'Opémican proposera une 60aine d'emplacements pour le camping dès 2019. Le gouvernement du Québec a dévoilé le 23 mars dernier le plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat, le PAGE 2017-2022, Oser entreprendre. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Luc Blanchette, et le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Guy Bourgeois, ont tenu à souligner les retombées positives de ce plan et de ses mesures pour les entrepreneurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Rappelons que le PAGE contribuera à l'essor et à la réussite d'un plus grand nombre d'entrepreneurs pour assurer la croissance économique du Québec maintenant et dans les années à venir. Il est doté d'une enveloppe de 345,7 millions de dollars répartis sur 5 ans. Selon M. Blanchette, ce nouveau plan d'action arrive à point en Abitibi-Témiscamingue parce qu'il favorisera la rétention de nos jeunes dans la région et agira comme un puissant levier pour soutenir les entrepreneurs d'ici. Par l'entremise de 34 mesures, le PAGE vise l'atteinte d'ici 2022 de 2 cibles ambitieuses et mobilisatrices, soit d'abord de créer 125 000 nouvelles entreprises, soit 2 000 de plus en moyenne par année, et compter 3 500 entreprises à forte croissance, soit une 50aine de plus en moyenne par année. Les mesures du PAGE sont réparties selon 4 axes d'intervention touchant toutes les étapes de développement de l'entrepreneuriat, soit la formation et la sensibilisation, le prédémarrage et le démarrage, la croissance, le transfert et la relève. Pour en savoir plus sur le PAGE, on vous invite à consulter le site web. C'est au www.economie.gouv.qc.ca/QC Entreprendre. C'est le 24 mars dernier que se tenait le premier Salon du mieux-être du Témiscamingue. L'événement qui prenait place à la salle communautaire de Saint-Bruno-de-Guigue permettait à la population de découvrir différents services de soins alternatifs. Tel que décrit par le journaliste Guillaume Gonzalez du journal Le Reflet, l'idée est partie de la Témiscamienne Laetitia Poudrier qui, combattant un cancer, cherchait des moyens supplémentaires de combattre la maladie. Elle s'est donc formé un comité qui a travaillé d'arrache-pied afin de monter cette première édition. Sonia Cardinal, membre du comité organisateur, a indiqué qu'il y a beaucoup de services de soins alternatifs au Témiscamingue, mais que les gens ne s'en rendent pas compte. Selon elle, l'idée, c'était vraiment de rassembler tous les corps de métier et les présenter à la population du Témiscamingue. Preuve que l'intérêt de la population est présent, pas moins de 352 personnes se sont déplacées à l'événement. Certaines venaient même d'Illebeury ou encore de Rouyn-Noranda. Durant la journée, plusieurs conférences avaient lieu, attirant en moyenne une 50aine de personnes chacune, la plus grosse en ayant attiré 89.
Les bénéfices amassés grâce à l'événement seront versés au Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. Si la tenue d'une seconde édition ne fait aucun doute, Mme Cardinal préfère se réserver quant à la confirmation de la date. Le comité se penchera prochainement pour faire le bilan et penser au deuxième Salon du mieux-être. La Terre de chez nous proposait récemment un article au sujet d'une famille de Témiscamiens. Intitulé « Une sixième génération au Témiscamingue », cet article d'Émilie Rivard-Boudreau met en vedette la famille Gélina de Lorrainville. À l'entrée de la bergerie Béoui, on affiche fièrement que la famille Gélina habite la terre depuis 1906. Roland Gélina explique que le tout a commencé avec son arrière-grand-père Rochelot, après ça son grand-père, sa mère qui a marié un Gélina, lui et son fils Simon, qui lui vient d'accueillir d'ailleurs un sixième enfant. Le père et le fils sont voisins, ils habitent à quelques mètres, partagent et exécutent les tâches ensemble, mais gèrent chacun leur entreprise, le paternel la ferme Mirol et Simon Gélina la bergerie Béoui. La famille Gélina possède 536 acres, dont 320 en culture. L'élevage de Roland et Micheline a déjà dépassé 1000 brebis, mais puisque ceux-ci songent à la retraite, ils diminuent progressivement leur nombre d'animaux. De son côté, Simon Gélina maintient son troupeau autour de 400 bêtes. Il caresse le rêve de transformer sa bergerie en site agro-touristique et de vendre ses produits de la ferme au public, aux restaurateurs et aux traiteurs. Cependant, l'absence d'abattoir dans sa région l'oblige à mettre ce projet en veilleuse pour le moment. Nous vous invitons d'ailleurs à lire au complet cet article de La Terre de chez nous. Et voilà ce qui conclut Info Témis pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Et au nom de toute l'équipe, je vous invite à visiter notre site internet témis.tv pour avoir tous les détails sur notre programmation. À bientôt! Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.